Monsieur Saïd Ayachi, bonjour. Salam. Alors vendredi et dimanche prochain va se tenir à Berlin la 46e conférence de coordination européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, COCO. Cette rencontre dans le contexte actuel est importante vu que les Sahraouis enregistrent actuellement des succès diplomatiques sur la scène internationale. Monsieur Ayachi. Oui, effectivement, oui, la 46e COCO tiendra ses travaux à Berlin les 2 et 3 décembre et bien entendu, elle a une importance exceptionnelle dans la dynamique actuelle que connaît le dossier du Sahara occidental. Les Sahraouis ont enregistré, comme vous venez de le dire, des succès diplomatiques probants sur la scène internationale, plusieurs reconnaissances, des débats qui ont été très productif au niveau de l'Union africaine, beaucoup moins malheureusement au niveau du Conseil de sécurité qui continue d'être plongé dans sa léthargie qu'on connaît depuis quelques années. En tout cas, nous en parlerons plus tard. M. de Mistura qui a engagé donc sa mission. Et donc c'est tout ce nouveau contexte qui sera celui de la 46e COCO, pendant lequel les comités de soutien au peuple sahraoui vont se rencontrer pour faire une évaluation de tout ce qu'ils ont fait durant l'année 2022. D'abord dans les ateliers pour ensuite, bien entendu, prendre des décisions programmatiques pour l'année 2023 et évidemment toujours en concertation avec les dirigeants sahraouis dans la présence du Premier ministre sahraoui sera à Berlin et avec les cadres du Front Polisario. Alors pour ce soutien de solidarité de la société civile, comment aujourd'hui réagir face aux violations des droits de l'homme puisque le Maroc s'est fait épingler par le Haut Conseil de sécurité à Genève sur les violations aux droits de l'homme et les tortures. Monsieur Ayesh. Alors cet aspect des violations des droits de l'homme d'ailleurs est le thème d'un des ateliers de la 46e COCO, droits de l'homme et territoires occupés, puisque c'est surtout dans les territoires occupés qu'il y a ces violations qui sont caractérisées, qui sont quotidiennes, qui sont sauvages, qui ont été, rappelons-le, documentées, vérifiées, enregistrées par plusieurs ONG internationales, par les Nations Unies, par l'Union européenne, le Parlement européen en tout cas. Et donc ces violations qui aujourd'hui sont probantes, ont fait l'objet d'abord, avant la réunion du Conseil des droits de l'homme à Genève, du dépôt de 6 dossiers documentés, des plaintes devant le Comité contre la torture des Nations Unies et pour lequel le Maroc a été condamné. Et puis, au niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève, donc dans le cadre de ce qu'on appelle l'examen universel, durant lequel le Maroc donc, a été passé à la loupe pour ce qui est des droits de l'homme, aussi bien d'ailleurs au Maroc que dans les territoires occupés du Sahara occidental. Le Maroc a été épinglé sévèrement par plusieurs dossiers qui ont été déposés par plusieurs intervenants, non seulement des ONG, mais aussi des pays membres des Nations Unies. Et donc, de ce côté-là, les Sahraouis ont remporté encore un autre succès probant sur la scène internationale. Mais comment peut-on les qualifier aujourd'hui, ces actions de torture et de violation des droits de l'homme, puisque ce que l'on relève sur le terrain, c'est que le Maroc, fort de ses alliés, agit en toute impunité. Vous avez raison de le souligner, c'est là tout le fond du problème, parce que, je viens de le dire, ces violations qui ne datent pas d'aujourd'hui, malheureusement, qui remontent à maintenant à quelques 2 décennies, ces violations ont été, je le dis, encore une fois, enregistrées, documentées, vérifiées, des dépôts de plaintes avec des dossiers dûment confectionnés selon les normes internationales. Et le Maroc, donc, malgré le fait qu'il a été reconnu, en tout cas par les instances qui ont eu à examiner ces dossiers comme étant violant les droits de l'homme, n'a pas été ni interpellé, ni rappelé à l'ordre, et encore moins sanctionné pour ces faits qui sont condamnables au regard de la morale et du droit international. Malheureusement, c'est le fond du problème. Jusqu'à quand le Maroc va-t-il pouvoir encore
continuer à violer ces droits de l'homme au Sahara occidental sans que les instances internationales ne puissent intervenir, livrant ainsi les civils sahraouis sans défense pacifique, donc à la soldatesque marocaine et au service de sécurité marocain. L'exemple de Sultana Khaya en a été le plus illustratif de cette situation malheureuse. Alors vous allez faire un état de lieu, ce mouvement de solidarité internationale de la société civile prévoit-il aujourd'hui également, Monsieur Hayachi, d'autres actions, interpeller la communauté internationale pour assumer ses responsabilités face à ce qui se produit dans les territoires sahraouis? Effectivement, le mouvement international de solidarité, bien sûr, rappelons-le, qui est constitué des sociétés civiles de plusieurs pays, de la majorité des pays de la planète, d'abord a pour mission d'informer sur le dossier du Sahara occidental pour contrecarrer la propagande marocaine qui déforme le dossier lui-même. Donc la communication est très importante et d'ailleurs elle est au centre de nos travaux à Berlin. Puisque, comme l'on sait maintenant, il y a une guerre médiatique qui est très importante et qu'il faut que l'opinion internationale sache de quoi il en ressort dans le dossier du Sahara occidental et en connaissant les tenants et les aboutissants réels, vérifiés du dossier sahraoui d'une part. Après cette situation, cette opération de communication, d'information, il faut sensibiliser sur justement tous ces dépassements, sensibiliser sur la situation des réfugiés, sensibiliser sur les entraves que fait le Maroc aux envoyés personnels successifs, sensibiliser sur les manœuvres dilatoires que fait le Maroc avec ses consulats fantoches et fantômes qui s'ouvrent dans les territoires occupés. Bref, mener tout ce travail auprès des différentes opinions nationales et internationales. Et ensuite, mobiliser. Il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont épris de justice et de liberté, qui s'associent les uns aux autres, qui forment ces fameux comités de soutien dont je viens de parler et qui doivent mener justement selon les souhaits, selon les besoins que formulent les dirigeants sahraouis pour les accompagner dans leur lutte et leur combat pour la justice et la liberté. Mais qui soutient aujourd'hui, Monsieur Hayachi, le Maroc, puisque ce que l'on observe dernièrement, qu'il y a eu quand même pour certains de ses alliés indéfectibles, il semble vraisemblablement observer une sorte de marche arrière, une sorte de retrait par rapport à la position marocaine. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, Monsieur Saïd Hayachi? Oui, je voudrais y répondre plus juste pour vous dire que pour la 46e au Coco, elle est charpentée sur 4 ateliers. L'atelier politique et communication, l'atelier droits de l'homme et prisonniers politiques et territoires occupés, l'atelier ressources naturelles et l'atelier consolidation de l'État sahraoui. Donc vous voyez très bien on pense ne pas avoir oublié un aspect important d'accompagnement des Sahraouis. Et pour répondre à votre question qui est relative au soutien des Marocains. Qui soutient le Maroc? Puisque ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu certains, quand même, partenaires indéfectibles du Maroc qui semblent se retirer et faire des marches arrière. Je ne suis pas, de mémoire, je ne peux pas citer un proverbe qui dit que la vérité finit toujours par attraper le mensonge. Et ce qu'a fait le Maroc... On ment un temps, on ne ment pas tout le temps. Voilà. Je crois que le Maroc est arrivé au bout de ces séances de propagande tout à fait inutiles, puisqu'on a vu que, par exemple, dans le cas des ressources naturelles, la Cour de justice de l'Union européenne, donc on en parlera probablement tout à l'heure, à partir d'un arrêt qu'elle a rendu, l'Union européenne a déposé un recours. Mais ce que je voulais dire, c'est que la Fédération paysanne française a déposé un recours devant le Conseil d'État français, qui est la plus haute juridiction en France, pour concurrence déloyale contre le Maroc, qui commercialise en France des produits agricoles sahraouis à bas prix, bien entendu, parce qu'ils ne reviennent pas cher. Et le Conseil d'État français a condamné le Maroc pour cette commercialisation illégale en France. Donc,
C'est une il y a, première. comme vous venez de le dire, il y a donc ces acquis qui, petit à petit, redressent la réalité et font triompher la justice que réclament les Sahraouis. Et nous pensons d'ailleurs que il y aura un phénomène d'entraînement où ces actions du Maroc, qui sont tout à fait illégales et bien sûr très loin de la réalité, finiront par connaître donc une condamnation à des niveaux inespérés, je veux dire par là, par des pays qui étaient plus ou moins catégorisés comme soutenant le Maroc dans son entreprise de colonisation. Alors, on l'a dit au début de cette émission que les Sahraouis enregistrent des succès diplomatiques. Les récentes visites d'État d'Ibrahim Ghali, le président de la République sahraoui, peut-on aujourd'hui les qualifier de succès diplomatiques de la race sur le plan international? Est-ce que c'est une réaffirmation du succès diplomatique de la race sur le plan international? Ces visites sont importantes à plusieurs titres. D'abord, elle impose la réalité que la République arabe sahraoui démocratique existe et bel et bien, puisque, pour répondre à votre question, M. Ibrahim Ghali a effectué une visite d'État en Afrique du Sud et nous avons vu comment il a été reçu vraiment avec les plus grands honneurs. En s'adressant au Parlement sud-africain, en ayant donc un programme très riche de visites et d'abord, bien sûr, en enregistrant un soutien indéfectible du gouvernement sud-africain et du parti de l'ANC, et des autres partis d'ailleurs, pas que l'ANC, mais principalement de l'ANC, le parti majoritaire en Afrique du Sud, et qui accompagne les Sahraouis dans leur lutte, dans leur combat, sous différentes formes, pas seulement diplomatiques ou politiques, mais y compris matérielles, y compris donc dans la construction de l'État sahraoui. Donc on voit que de ce côté-là, la race existe bel et bien, et la preuve en est, c'est qu'elle est reçue. Si on ajoute à cela la dernière réunion qu'il y a eu au Niger et pendant laquelle le président sahraoui était présent, je ne parlerai pas des succès diplomatiques qui remontent à quelques mois à peine, mais qui sont nombreux. Ceci impose que la République sahraoui existait bel et bien et à l'échelle africaine, j'allais dire, elle n'est plus à démontrer, sauf qu'on attend de l'Union africaine beaucoup plus de décisions concrètes sur le terrain qui pourraient aider à solutionner, à résoudre le problème sahraoui. Alors on parle du contexte, bien sûr il y a des échéances, il y a des défis également. L'enjeu et défi du congrès du Front Polisario qui va se tenir dans les camps de Dakhla du 13 au 17 janvier prochain, de l'année prochaine, c'est-à-dire 2023, puisqu'il est considéré comme étant le premier congrès après la reprise des hostilités. Il est important, éminemment important aujourd'hui pour définir la prochaine étape, les prochaines étapes et la prochaine stratégie. Très important à plusieurs titres. Vous venez de le souligner, c'est le premier congrès du Front Polisario qui se déroule après la reprise des engagements armés au Sahara occidental après la violation du cessez-le-feu par le Maroc en novembre 2020. Mais aussi, il y a des constats à faire, sans aucun doute, par les dirigeants sahraouis. La dynamique qui n'est pas satisfaisante dans l'évolution du processus politique développé par l'ONU, les soutiens et l'impunité dont nous avons parlé tout à l'heure, et tout ça fait que le congrès Polisario le prochain congrès du Front Polisario est un congrès tout à fait spécifique qui aura à débattre de façon particulière sur l'avenir de la lutte du peuple sahraoui. Alors, M. Saïd Taïechi, moi je voudrais revenir sur l'aspect important qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, qui concerne bien sûr les défis et l'enjeu du prochain congrès du Front Polisario qui va se tenir dans les camps réfugiés de Dakhla du 13 au 17 janvier prochain. C'est le premier congrès après la reprise des hostilités depuis bien sûr 2020, la violation du cessez-le-feu par le Maroc. Il va tracer la stratégie pour les prochaines étapes à venir pour, bien sûr, assurer son autodétermination, puisque c'est la dernière colonie africaine.
Sans nul doute que les dirigeants sahraouis vont d'abord faire un état des lieux sur plusieurs aspects. Bien sûr, d'abord celui de la lutte armée, celui des avancées diplomatiques dans le dossier, celui donc de la situation des réfugiés et dans les territoires occupés et au niveau de la diaspora. Et surtout, donc, après avoir fait ces constats, en tirer les conclusions pour tracer un plan d'action pour les 3 ou 4 années à venir de la lutte du peuple sahraoui. Effectivement, s'il y a sur certains points beaucoup de satisfaction dont il faudra renforcer encore plus les acquis, sur d'autres plans, il y a beaucoup moins de satisfaction. Je veux parler ici de l'ONU, par exemple. Je veux parler de l'impunité dont jouit le Maroc. Je veux parler également de l'insuffisance de l'aide alimentaire aux réfugiés. Et il y a donc beaucoup de sujets sur lesquels les dirigeants sahraouis auront à décider, n'est-ce pas, de ce qu'il faut faire pour améliorer ces situations. Évidemment, le plus important, c'est encore le processus politique engagé dans l'ONU. Et la dernière résolution 2657 qui a été émise par le Conseil de sécurité n'est pas très satisfaisante au regard de la lutte du peuple sahraoui qui dure maintenant depuis 47 ans. Et donc les Sahraouis vont, j'allais dire, évaluer cette situation au niveau de l'ONU et voir comment il faut que les choses sortent de cette inertie pour que l'ONU prenne ses responsabilités et surtout pour que l'ONU honore ses engagements qu'elle a pris vis-à-vis des Sahraouis quand elle a promis un référendum d'autodétermination. De l'autre côté, il y a l'Union africaine. L'Union africaine, effectivement, de façon formelle et protocolaire, la République arabe sahraoui, membre fondateur, jouit de tous les droits. Mais l'Union africaine aussi doit, d'une certaine façon, à mon sens, s'activer, aller vers la concrétisation des décisions qui ont été prises par le Conseil Paix et Sécurité en mars 2021, sur l'initiative de l'Algérie d'ailleurs, appuyée par l'Afrique du Sud, et dont on ne voit pas encore l'application sur le terrain. Mais c'est l'occasion aussi de faire un état de lieu sur la mission de Di Mistura, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. Monsieur Ayachi, où en est-on avec la mission de Di Mistura? Exact. Rappelons quand même que les 4 envoyés personnels qui ont précédé M. de Mistura dans cette mission comme envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, dont je rappelle l'objectif principal est de dynamiser les négociations entre les 2 belligérants que sont le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Les 4 envoyés personnels du secrétaire général ont été découragés par le Maroc de mener à bien leur mission. Successivement, aussi bien James Baker que Christopher Ross, que M. Kohler, tous ont trouvé sur leur chemin les entraves, les embûches, les manœuvres dilatoires du Maroc qui a fini par les lasser, par les dégoûter, par les empêcher de mener à bien leur mission. Et par conséquent, c'est autant, j'allais dire, de souffrance pour le peuple sahraoui, puisque le combat ne fait que durer. Entre-temps, le Maroc s'incruste au Sahara occidental. D'ailleurs, c'est une stratégie qui développe, c'est le statu quo et la fuite en avant pour s'installer de plus en plus au Sahara occidental et donc arriver à la politique du fait accompli, similaire à son complice criminel qui est l'État sioniste. Et donc, de ce côté-là, il est clair que M. de Mistura, pour lequel on souhaite le plus grand bien, trouve déjà un début d'embûche. Rappelez-vous que le Maroc l'a empêché de partir au Sahara occidental, c'est-à-dire dans les territoires occupés, s'il n'est pas accompagné par un encadrement du Makhzen, c'est-à-dire empêcher M. de Mistura de contacter qui il veut et entendre qui il veut. Et M. de Mistura, de façon très honorable, a refusé de se plier à cette injonction. Et donc on voit que déjà les embûches dont je parlais, les entraves, les manœuvres commencent déjà du côté du Maroc. Et à Dieu ne plaise, est-ce que M. de Mistura finira quand même par avancer, par, j'allais dire, enregistrer des avancées dans son dossier, ou alors finira-t-il aussi, comme ses prédécesseurs, à être dégoûté. Voilà tout le problème. Et tant que le Conseil de sécurité ne trace pas un agenda précis, les étapes datées pour M. de Mistura, si on laisse M. de Mistura
sans appui du Conseil de sécurité, sans, soutien des membres les plus influents, sans que certains membres du Conseil de sécurité ne protègent le Maroc, justement, dans cette politique du fait accompli et du statu quo, il est clair que on ne connaîtra pas de réel progrès dans la mission de M. de Mistura. C'est ce que craignent les Sahraouis et j'en suis persuadé, c'est ce que va discuter, entre autres, le Congrès du Front Polisario pour prendre éventuellement des mesures afin de parer à toute éventualité. Mais par anticipation avant la tenue de ce congrès qui est éminemment important, bien sûr, pour le sort du peuple sahraoui, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a eu échec de la mission de la MINURSO? On peut anticiper et tirer les conclusions, Monsieur Saïd Ayachi? Moi, je suis de ceux déjà qui disent que... c'est un échec. Que la MINURSO elle-même est surréaliste. La MINURSO, rappelons-le, à l'origine, avait deux missions. Veiller sur le cessez-le-feu et organiser le référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental. Aujourd'hui, il n'y a ni l'une ni l'autre. Le cessez-le-feu a volé en éclats et le référendum, c'est l'Arlésienne. On l'attend depuis 31 ans. Et donc, que fait la MINURSO, sauf que pour les optimistes, et il faudra être optimiste, bien entendu, sauf que pour les optimistes, la MINURSO doit être là, prête, pour pouvoir organiser le référendum dès qu'il sera décidé. Sinon, on lui refuse même l'élargissement de sa mission, étant entendu que c'est la seule mission des Nations Unies qui n'a pas dans son mandat la protection et faire respecter les droits de l'homme. On refuse à la MINURSO de l'élargissement de son mandat et malheureusement, initiative introduite par certains membres du Conseil de sécurité, mais contrecarrée par le pays qui se prétend être la patrie des droits de l'homme, c'est-à-dire la France, qui a utilisé son veto pour empêcher la MINURSO de pouvoir défendre les droits de l'homme au Sahara occidental qui sont violés, rappelons-le, quotidiennement, de façon massive, sauvage et répétée. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, Monsieur Saïd Ayachi, on l'a vu, on le constate, vous avez parlé et dénoncé un peu la propagande médiatique marocaine qui veut à tout prix fuir ses responsabilités et imputer ses responsabilités à certains pays comme les pays voisins, l'Algérie. Aujourd'hui, Monsieur Saïd Ayachi, comment peut-on considérer cette fuite en avant? Oui, très bonne question, celui-là. Rappelons que le Maroc, depuis le début, j'allais dire, du conflit, après avoir soutenu l'autodétermination dans les années 60 et début 70. Mais par la suite, évidemment, les choses ayant changé de par la situation interne au Maroc, le Maroc, depuis maintenant 30 ans, voudrait responsabiliser l'Algérie de ce conflit, d'ailleurs par une propagande relayée par tous les réseaux sionistes qui accompagnent le Maroc et le soutiennent. Et cette propagande voudrait faire croire que l'Algérie a inventé le Front Polisario, que l'Algérie, en fait, voudrait faire du mal au Maroc, que l'Algérie ne voudrait pas que le Maroc récupère des territoires qui sont laissés, etc. On a entendu tous ces refrains depuis maintenant 30 ans. Et le Maroc continue de dire que c'est un conflit préfabriqué et que si l'Algérie, demain, n'appuierait plus le Front Polisario et voudrait bien contribuer à la résolution de ce problème, le conflit sera réglé. Non, en fait, le Maroc cherche depuis toujours à faire sortir le dossier du Sahara occidental du contexte onusien, parce que l'ONU reconnaît que c'est un problème de décolonisation. Donc, entre le Maroc et les Sahraouis. Entre le Maroc et les Sahraouis. Le Maroc voudrait, sans retour à l'Union africaine le prouve, voudrait que l'Union africaine se dessaisisse de ce dossier et que ce dossier soit traité dans un cadre régional entre l'Algérie et le Maroc. Or, l'Algérie dit être, avec la Mauritanie, un pays intéressés et non concernés par le conflit. On est intéressé parce que ce conflit menace la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Et donc on voudrait bien qu'il y ait résolution de ce conflit pour que la paix, la sécurité et la stabilité règnent dans la région. Et comment on peut résoudre ce problème si ce n'est dans le cadre du droit international, selon la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation et
avec l'application du droit international, notamment la résolution 1514, qui reconnaît au peuple sahraoui son droit à s'autodéterminer. Voilà ce que dit l'Algérie. Elle n'a aucune inimitié et encore moins aucune hostilité envers le Maroc dans ce cadre-là, si ce n'est ce que nous avons fait pour tous les autres pays que nous avons accompagnés pour leur accès à la dignité, à la liberté et à l'indépendance. Et l'Algérie qui reste constante sur ses positions, soutien au peuple pour leur autodétermination, et vous l'avez réaffirmé encore une fois, M. Saïd Ayachi, l'Algérie a toujours été une terre d'accueil pour les peuples qui luttent pour leur liberté et leur indépendance. Elle restera aux côtés du peuple sahraoui jusqu'à la victoire finale, à telle enseigne que l'Algérie est qualifiée ou a toujours été qualifiée comme étant la Mecque des révolutionnaires. Alors je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect également, M. Ayachi, par rapport à l'Espagne. Aujourd'hui, il y a un regret par rapport à la décision du Premier ministre espagnol. Monsieur Pedro Sánchez a joué et l'a perdu. Il a parié sur la faiblesse de l'Algérie et des Algériens. Il a parié sur les complicités du Makhzen qu'il avait en fait dans sa manche. Mauvaise alliance. Il a perdu face à la fermeté et à la vigueur de la riposte algérienne. Qui n'a pas accepté d'une part, d'avoir été d'une certaine façon, qu'on a voulu croire pouvoir berner, après avoir été déclarés des gens fiables, sérieux et capables de construire un partenariat stratégique avec l'Espagne. M. Pedro Sánchez a parié sur le Makhzen et il a perdu face à la riposte algérienne. Et aujourd'hui, bien entendu, toute l'Espagne, je dis bien toute l'Espagne, dans tous ses espaces institutionnels ou populaires, est contre M. Pedro Sánchez, qui, de mon point de vue, a terminé son voyage en tant qu'homme politique. D'ailleurs, il vient de se faire élire secrétaire général de l'Internationale socialiste. C'est un fromage qu'il se prépare pour son avenir qui est derrière lui du point de vue politique, et probablement qu'il va finir, en plus d'être dans les poubelles de l'histoire espagnole, de finir comme lobbyiste au service du Makhzen, comme le sont ses prédécesseurs, Pedro González et Zapatero, qui vont contre monnaie sonnante et trébuchante, défendre les positions indéfendables du Makhzen. Mais ce camouflet, c'est une réaffirmation du retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène internationale, bien sûr, sous l'autorité du président de la République, M. Saïd Ayachi, avec bien sûr la réussite du sommet de la Ligue arabe, reconnue et attestée par tous. Je crois que de ce côté-là, il n'y a plus rien à démontrer. Vous l'entendez dans la rue, chez les citoyens lambda, comme vous l'entendez évidemment dans les cercles intellectuels, évidemment dans la classe politique, mais surtout à l'étranger, que je rencontre beaucoup de compagnons étrangers dans la solidarité, et tout le monde est fier, y compris d'ailleurs les Espagnols, puisqu'on parlait de l'Espagne, de ce retour en force de la diplomatie algérienne, quand on sait comment, selon un terme maintenant qui fait Flores, l'Algérie a recadré l'Espagne de façon ferme et bien entendu, il est facile maintenant de parier que le prochain chef du gouvernement espagnol va tout faire pour, se rabiboucher avec l'Algérie et pouvoir reprendre des relations très fructueuses qui l'ont été par le passé entre l'Espagne et l'Algérie, mais aussi regarder notre position sur le plan international. Bien sûr, un succès éclatant, inattendu pour beaucoup, mais un succès éclatant dans l'organisation du sommet arabe et avec en plus des résultats probants. Regardez la réconciliation entre les factions palestiniennes, les factions palestiniennes, si le terme est exact, qui se déchirent depuis 15 années. Et l'Algérie a réussi grâce, à son patrimoine révolutionnaire et grâce à sa expertise en la matière, grâce à nos diplomates chevronnés et talentueux, qui a pu instaurer des relations fraternelles entre les Palestiniens en leur disant tout simplement ce que nous avons vécu, que l'unité des rangs, que l'unité du peuple palestinien est la seule garante de la victoire du peuple palestinien. Et pour les Arabes, en étant très pragmatiques et en mettant de côté, les sujets qui fâchent, mais en disant que si le monde arabe ne reste pas uni, nous ne pèserons plus rien
dans le contexte géopolitique international qui est en train de se mettre en place. Et à ce moment-là, les grands perdants seront encore les pays arabes. Ce discours a porté, et beaucoup de dirigeants arabes, pour ne pas dire tous les dirigeants arabes, l'ont compris. Et je crois c'est à inscrire à l'actif de la diplomatie algérienne et du président algérien qui est en train de, n'est-ce pas, nous rétablir dans la place qui aurait dû rester la nôtre dans le concert des nations. Et ce retour de la diplomatie algérienne a fait gagner beaucoup de popularité au président de la République. Alors l'unification des factions palestiniennes, une grande victoire de la diplomatie algérienne, atteste le monde entier. Bien sûr, la question palestinienne lors du sommet de la Ligue arabe a fait l'unanimité. Hier, le monde célébrait la journée de solidarité avec le peuple sahraoui. On a vu les Marocains sortir massivement dans les rues pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste, une véritable trahison pour le président du comité d'Al-Quds. Bien sûr, bien sûr. Une trahison vue par le peuple marocain. Bien sûr, on l'a dit à votre antenne, ici sur Hila d'ailleurs, il y a déjà quelques mois, qu'une erreur majeure dans la trajectoire minable de la politique marocaine, c'était celle de mépriser, de sous-estimer la réaction du peuple marocain quant à la normalisation avec l'entité sioniste. Le peuple marocain a une sensibilité particulière, comme tous les peuples arabes, et donc pas moins que les autres. En ce qui concerne la question palestinienne, il était très fier que son roi soit le président du comité Al-Quds. Bon, même s'il n'a pas fait grand-chose, mais enfin, il y était. Quant à recevoir les criminels, les bouchers de Sabra et Shatila et de Khan Younes, c'était insupportable pour le peuple marocain qu'on puisse fraterniser avec ces criminels et qu'on leur déroulait le tapis rouge et qu'on les étouffait avec des embrassades. Et plus encore, il y a eu certaines initiatives du gouvernement du Marzen qui a introduit donc la culture hébraïque, qui a soi-disant restauré certaines choses, qui a fait que le peuple marocain maintenant a pris, il y a eu un déclencheur avec la normalisation, mais qui a maintenant débordé avec la malvie, avec évidemment le pouvoir d'achat qui a érodé au plus bas chez le peuple marocain, ce qui a amené les facteurs s'accumulant les uns aux autres. Le peuple marocain est sorti dans la rue, maintenant de façon continue, depuis à peu près 4 mois, et la bronca ne s'arrête pas contre le commandeur de croyants et le président du comité Al-Quds qui a trahi tout simplement la cause palestinienne. Rappelons-le, la cause palestinienne qui est sacrée pour tous les peuples arabes, le Quds étant le 3e lieu saint de l'islam. Alors, question de l'auditeur, pour la Cour européenne, l'arrêt définitif sera prononcé en début de l'année prochaine, 2023. Monsieur Saïd Ayyachi. C'est la grande victoire que nous attendons, bien sûr, pour le début de l'année 2023. Rappelons-le que l'arrêt de Cour de justice européenne a été émis en décembre 2016. Après premier recours de la Commission européenne, il a été deuxième verdict en février 2018. Et après ce deuxième recours, il y a eu donc l'arrêt de septembre 2021 qui reconnaît, c'est un arrêt éminemment juridico-politique. Juridique parce qu'il dit que tout simplement la commercialisation des produits venant des territoires sahraouis est complètement illégale et doit cesser immédiatement. Et politique parce qu'il reconnaît au Front Polisario la représentativité du peuple sahraoui entièrement devant les tribunaux européens, et dit encore plus, il parle du peuple sahraoui, ce que dénie le Maroc, il parle d'autodétermination, et il parle aussi que le territoire du Sahara occidental est distinct du territoire marocain. Et par conséquent, cet arrêt qui a été réaffirmé avec même un rappel à l'ordre dans l'arrêt de septembre 2021, en disant à la Commission européenne: arrêtez de ne pas appliquer les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire, vous êtes tenus de le faire. La Cour a fait un dernier recours et nous attendons pour 2023 l'arrêt définitif qui, on n'a pas douté, sera totalement favorable au Front Polisario. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, le Maroc ou le Marzen s'est allié aux sionistes pour réaliser ces projets expansionnistes, puisqu'on voit, et on le sait aujourd'hui, que la carte géographique du Maroc s'étend au territoire algérien et mauritanien. Monsieur Saïd Ayyachi, vous dénoncez ?
Bien sûr. D'abord, rappelons que cette théorie du Grand Maroc, qui est une lubie, qui est une chimère qui a voulu être réalisée en 63. de Al-Fassi, figurez-vous qu'elle existe même dans les manuels scolaires. On fait rentrer dans la tête des petits Marocains que le Maroc s'arrête au fleuve Sénégal et s'étend en Normandie et concerne tout l'ouest de l'Algérie, Béchar, jusqu'à Béchar, etc. Mais ça vous rappelle le Grand Israël? Ça vous rappelle la théorie du Grand Israël, encore une autre théorie expansionniste qui rapproche donc le Maroc, ou du moins le Marzen, le régime marocain, du régime de l'entité sioniste. Qui veut s'étendre au Liban et au Syrie. Son alliance avec l'entité sioniste découle de cette proximité des théories expansionnistes. Et le Fassi a eu un grand rôle dans ce cadre. Quand le Maroc a fait cette alliance, cette normalisation, et a passé des accords de défense avec Israël, vous savez que c'est contre notre pays. Il croit nous intimider, il croit nous impressionner. Parce il veut provoquer l'Algérie. Il veut provoquer l'Algérie. Et il veut provoquer l'Algérie, bien entendu. Engager l'Algérie dans une guerre. En pensant s'allier avec Israël, évidemment, les objectifs sont multiples. Malheureusement, Israël a fourni, et d'autres États malheureusement aussi, a fourni des drones au Maroc qu'il utilise contre les Sahraouis en ce moment. Sans parler de l'espionnage aussi. Mais évidemment, Pegasus qui remonte à la surface encore. Le Maroc a carrément mis tous ses réseaux d'informateurs en Europe au service du Mossad, ce qui a dérangé beaucoup de pays européens, dont la France. Et bien entendu, mais surtout concernant notre pays, et le Maroc croit nous impressionner, croit nous intimider quand il installe Israël dans nos frontières. Nous disons tout simplement que nous ne devons pas faire la guerre au Maroc pour faire la guerre au Maroc, mais si nous sommes provoqués, bien entendu, à Dieu ne plaise, nous devons nous retirer. Peut-être même qu'on ira s'installer à Rabat. Et il faut savoir aussi que chaque Algérien et Algérien sont aussi des combattants. Alors, autre question, et la dernière, quelle perspective aujourd'hui à venir pour le peuple sahraoui qui souffre au quotidien, monsieur Saïd Ayachi, des exactions et des violations des droits de l'homme de la part des Marocains? Il y a un proverbe chez nous qui dit et par conséquent, le peuple sahraoui est en lutte, mais il finira par vaincre parce que tous les peuples qui ont lutté, et nous en sommes un exemple, qui ont lutté pour des causes justes, pour la liberté et l'indépendance, ont fini par gagner parce que d'abord ils sont déterminés, mais aussi parce qu'ils ne sont pas seuls. D'où l'accompagnement de pays comme le nôtre, l'Afrique du Sud et 84 pays à travers le monde, mais aussi grâce au mouvement international de solidarité dont on a parlé en début de l'émission. Monsieur Saïd Ayachi, autre question maintenant. Est-ce qu'avec bien sûr cette guerre que nous voyons au niveau mondial entre la Russie et l'Ukraine a dévoilé la politique de 2 points, 2 mesures de certaines instances, notamment les Nations Unies? Moi, je dirais à quelque chose malheur et bon, parce que... Et le Conseil de sécurité, hein. Parce que effectivement, quand il y a cette guerre qui se déroule en Occident entre Russie et surtout concernant l'Ukraine, nous avons vu tout de suite qu'on a parlé d'agression, on a parlé d'occupation, on a parlé de droits de l'homme, on a parlé de solidarité, chose qu'on n'a pas vue ni pour le peuple palestinien, ni pour le peuple marocain. Et c'est ce double standard qui dérange quelque part, mais au moins... Les masques sont tombés. Maintenant, on sait que les choses vont changer après. Les leçons de morale qu'on nous donnait à longueur d'année et les discours lignifiants qu'on entend ici et là n'ont plus maintenant d'impact sur les peuples qui maintenant se sont réveillés et ont su que, en fait, il y a ce parti pris qui est en faveur des plus forts. Monsieur Saïd Ayachi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.